Merci, Monsieur le Président, chers amis, chers collègues. C'est toujours très difficile de parler après deux grands ténors de la cardiologie interventionnelle, tels que M. Augusto Pichard et M. Fajadeh. Mais nous allons discuter un petit peu des stents actifs et l'évolution des stents actifs durant les dernières années. Donc, comme vous le savez, l'angioplastie coronaire a une longue histoire. Cette longue histoire a commencé en 1844, où Bernard avait fait le premier cathétérisme chez le cheval. Puis ça a été suivi en 1929 par Forsman, un passionné qui avait fait un cathétérisme sur lui-même. Et peut-être que c'est pour ça qu'en 1956, on lui avait donné le prix Nobel de physiologie. Puis ça a été suivi par Sons, qui a fait la première coronarographie sélective, et peut-être l'ancêtre de l'angioplastie, M. Daughters, en 1964, avait passé un guide à travers les sténoses périphériques. Mais l'angioplastie a eu un renouveau surtout en 1977 par Granzing, qui a fait la première dilatation au ballon. Et puis, ces années-là, c'était des années fastes où les angioplasticiens faisaient des angioplasties qui prenaient beaucoup de temps, qui étaient fastidieuses, comme nous le racontent nos anciens maîtres. Et c'est grâce au stent qui a été découvert en 1986 et qui a été mis par Puel et Sigmart, que l'angioplastie devenait un peu plus simple et plus efficace. Une autre révolution dans l'angioplastie, ça a été la bille anti-agrégant plaquettaire, et ceci a eu lieu en 1996, date à laquelle l'expansion des stents était irrémédiable. Puis en 2001, l'apparition du stent actif, et en 2006, l'apparition des ballons actifs. Après 2006, on se disait on a trouvé le meilleur outil pour travailler et donc tout était OK. Mais non, malheureusement, les premiers stents actifs avaient des écueils. Et c'est les premiers stents de première génération. Il y avait des problèmes de recouvrement insuffisant d'émail, la possibilité de mauvaise apposition, de l'inflammation, et qui aboutissait à de la thrombose tardive et aussi de la resténose. Et en 2006, Kamzin, lors d'un congrès à Barcelone, avait tiré la sonnette d'alarme qu'il y avait beaucoup de risques à mettre des stents actifs. Et c'était une déception pour l'ensemble de la famille interventionnelle. Mais les industriels ont continué à travailler pour relever ce défi et enlever ces écueils. Ainsi, en 2015, la Société européenne faisait une évaluation des différentes stents actifs sur le marché et montrer les résultats performants des nouveaux stents actifs par rapport au premier stent actif et par rapport au BMS en termes de mortalité, d'infarctus du myocarde, de revascularisation et de thrombose de stent. Donc, quelles sont les futures recherches pour développer ces stents? Donc, ils ont essayé d'abord de travailler sur les matériaux et le design des stents, sur les polymères et sur le principe actif. Donc, les différentes compagnies se sont battues pour trouver les meilleures, disons, mailles, les différentes mailles, les différentes épaisseurs de mailles, les différents coatings, des coatings soit circonférentiels, soit abluminales, et les différents polymères. Ainsi, vu que les angioplasties devenaient de plus en plus complexes,
avec des angioplasties de tronc, des angioplasties de lésions calcifiées, des angioplasties de bifurcation. Il fallait des stents qui puissent avoir l'efficacité du stent, c'est-à-dire une force radiale importante, mais qui ne se déformait pas beaucoup, surtout quand on voulait faire des kissing balloons et que ça ne faisait pas des peeling stents et qui entraînaient plus de thrombose. Ainsi, l'épaisseur des mailles des stents a été étudiée et on voit très bien ici, plus le stent est épais, que la maille est épaisse, plus il y a de la thrombogénicité. Et vous voyez, entre 157 microns et 74, la différence en thrombogénicité par rapport à l'artère. Donc ceci aboutit à de bons résultats grâce au registre DHZ qui montre de bons résultats en termes de TLR entre les premiers et deuxièmes stents de deuxième génération. Ça a été confirmé par la méta-analyse de WAFHA avec des TLR qui sont favorables pour les nouveaux stents par rapport aux stents de première génération, avec un taux de thrombose de stent beaucoup moins important. Et puis, ce n'était pas fini. Donc là, on pouvait se dire, si on doit choisir un stent, on choisira un stent de deuxième génération. Mais stent de deuxième génération, il existait encore un écueil avec les polymères. Est-ce qu'on gardait des polymères permanents, des polymères biorésorbables, ou on n'utilisait pas de polymères? Et il s'est avéré que les polymères entraînaient de l'inflammation aussi bien au départ qu'au niveau de sa régression, et ce qui fait que c'était source de thrombose de stent tardive. Ainsi, on a comparé les stents de deuxième génération avec polymères biodégradables sur plusieurs papiers, et on a vu que l'efficacité entre un stent biodégradable avec des polymères, un stent avec polymère biodégradable par rapport à un stent avec polymère permanent faisait la même chose. On pouvait passer à cette deuxième étape de trouver des stents à polymère biodégradable. Et ça a été confirmé par l'étude Evolve-2 avec des TLF qui sont exactement les mêmes, et par l'étude ISAR-TEST 4 qui montre qu'il n'y a pas de différence entre un stent à polymère permanent et un stent à polymère biodégradable en termes de TLR. Par contre, en termes de thrombose de stent, les stents à polymère biodégradable faisaient largement mieux que les stents à polymère permanent. Les choses n'étaient pas aussi simples que ça. Pourquoi? Parce que même dans ces stents à polymère biodégradable, certains ne faisaient pas l'affaire, puisqu'il s'est avéré qu'il y a une relation étroite entre le relargage du produit actif et le polymère et l'efficacité du DES. Ainsi, l'étude ISAR-TEST 3 montrait que si la drogue était très vite éludée dans l'artère, il risquait d'y avoir un résultat suboptimal. Donc, plusieurs compagnies ont commencé à voir quel polymère, comment faire cette relation entre polymère et drug release, et en combien de temps, 1, 2 mois, 3, 4 mois, et il fallait trouver cet équilibre entre l'élution de la drogue et la dégradation du polymère. D'autres compagnies se sont intéressées à utiliser d'autres drogues qui amélioraient et qui diminuaient la résténose, telle que le Probucol avec des multivitamines. Et donc l'étude ISAR-TEST 5 avait comparé le Resolute avec un stent au sirolimus et du Probucol, et qui montrait que les TLR étaient tout à fait égaux.
avec un taux de thrombose qui était similaire. Donc, quel est le stent idéal? En fait, le stent idéal, c'est un stent, on pourrait dire, qui doit avoir des mailles fines, un polymère fin, un équilibre entre le temps d'absorption par rapport au temps d'élution de la drogue, que le stent, le coating doit être abdominal et avec une absorption la plus courte possible. Mais ceci n'était pas suffisant pour la simple raison que le stent, on s'est dit, un stent, ça doit faire son travail et ça doit partir. Donc c'est là où est revenue l'histoire des stents biorésorbables totalement, et différentes compagnies ont essayé de travailler dans ce sens. D'abord, le polymère free, puis après les stents biodégradables entièrement. Alors, le stent le plus dans le marché, dans les stents biorésorbables, ce sont l'Absorb. Et ce stent a donné d'excellents résultats, d'autant plus sur les lésions distales et les lésions sur l'IVA, qui permettaient à utiliser ces stents, puisqu'ils allaient disparaître à la fin, s'il y a un problème, que le patient peut être opéré sur une IVA, sur une coronaire droite, sans aucun souci. Et ces stents biorésorbables ont montré qu'il y avait une régression de la média, un élargissement de la lumière de l'artère, et que ça entraînait une chape fibreuse intéressante qui évitait certains accidents dans l'avenir. Ceci, nous allons le voir juste après. Mais le problème de ces stents biorésorbables, c'est que la couverture demandait beaucoup de temps, et c'était un écueil, puisque vous voyez la différence ici entre un stent actif métal et un stent biodégradable, et la couverture d'émail se fait beaucoup mieux avec un stent actif métal par rapport à un stent biodégradable. Les stents actifs biodégradables avaient encore un écueil, c'est qu'ils avaient des difficultés à avoir une bonne expansion, ils risquaient de se déchirer, et il fallait préparer ces plaques. C'était toute une autre façon de travailler pour pouvoir optimiser l'utilisation de ces stents. Le temps d'élution ne devait pas être oublié, puisque le stent actif devait faire son travail et disparaître le plus tôt possible pour avoir moins de resténose et moins de thrombose. Nous avons été un petit peu déçus par les stents biorésorbables parce que les thromboses étaient un peu supérieurs à ceux des stents à polymère biodégradable. Et donc, sur ces séries, on voit que le taux de thrombose est de 0 à 3%, et que cette thrombose se faisait automatiquement dans les premiers mois, et c'était clair, puisque l'émail n'était pas recouverte aussi rapidement que pour les autres stents actifs, mais qu'ils avaient une efficacité certaine, avec un taux de thrombose un peu plus important dans les méta-analyses, dans les différents essais randomisés. Et donc là, le stent biorésorbable est un stent qui donne d'excellents résultats, avec un peu plus de thrombose au départ. Donc c'est une technologie nouvelle qui est en phase de maturation. Donc on recherche encore quel est le meilleur stent biorésorbable. Un autre volet sur ces innovations futures, et qui va changer aussi peut-être
notre façon de travailler, c'est la stabilisation des plaques et la prévention. Et sur un papier que Patrick Serius avait présenté au PCR à Singapour, qui parlait est-ce qu'il fallait faire de l'angioplastie préventive. Et là, ça risque de chambouler un peu toutes nos indications, comme ce qu'on a dit tout à l'heure pour le tronc commun. À quand cette angioplastie préventive et qu'est-ce qu'il faut traiter? Et donc, sur ce papier, on a cherché surtout à voir les plaques vulnérables. On en a discuté jeudi avec docteur Blanchard et docteur Bougalem. Et donc, c'est à l'OCT qu'on essayait de caractériser ces plaques qui n'étaient pas sténotiques, et avec la composition de ces plaques, il fallait voir quelles sont les plaques instables qui risquaient d'entraîner des événements coronariens. Et notamment, l'OCT a permis de voir l'évolution de ces plaques avec des cœurs lipidiques importants, une chape fibreuse très fine, des nécroses au sein des plaques, et tous ces éléments-là étaient des éléments de mauvais pronostic de ces plaques et qui risquaient de se rompre à n'importe quel moment. Et dans le futur, peut-être qu'il y aura un OCT 3D qui pourra mettre en évidence le taux de lipides, de calcium, de macrophages au niveau des plaques. Et quand on revoit l'histoire naturelle des plaques de coronarographie, on retrouve que les plaques non significatives pouvaient donner autant de problèmes que des plaques dans le cadre du syndrome coronaire aigu. Donc, c'est là où la possibilité de faire de la prévention de ces plaques dangereuses pouvait montrer une nette diminution du pronostic par rapport à ne pas toucher ces plaques. Et ça, c'est en démonstration par l'étude Prevent qui a cherché quelles sont les plaques et quels sont les critères de plaques dangereuses, c'est-à-dire avec un taux de MLA inférieur à 4 mètres carrés à l'écho-endocoronaire, une plaque burden supérieure à 70%, une plaque riche en lipides et une chape fibreuse très fine. L'étude Prospect est en cours dans ce sens, et ceci risque de modifier complètement, si on a toutes les indications pour choisir qu'est-ce qu'il faut traiter dans l'avenir. Et donc, en conclusion, je dirais que les stents actifs ont été une révolution dans la cardiologie interventionnelle et l'amélioration du pronostic des malades, que si on avait à mettre un stent, vaut mieux mettre un stent de deuxième génération par rapport à un stent de première génération à polymère durable, et que si on avait mieux, on pouvait faire un stent à polymère biorésorbable ou sans polymère. C'est la bonne alternative en termes d'efficacité et de sécurité actuellement. Quant au stent biorésorbable, c'est une technologie qui nécessite encore plus de maturation et qui ouvrira un peu l'avenir vers l'angioplastie préventive des plaques à risque. Et si l'on veut revenir sur Terre, vaut mieux prévenir agressivement les facteurs de risque pour avoir le moins de patients possible dans ce sens. Je vous remercie. Un très bel sommaire de la belle histoire de l'angioplastie et les résultats si bons la belle illusion de stents bioabsorbables. Comme tu as très bien dit, peut-être on va évoluer vers ça, et on va toujours faire ça, mais par le moment, on étudie, on voit ce qui arrive. Vous utilisez ici au Maroc les bioabsorbables? Oui, oui. Fréquemment? Pas fréquemment parce qu'ils sont encore très chers. Très chers. Mais on les a sur le marché.
Alors, les stents, le DES normal, on a appris de la néoathérosclérose. Alors, il y avait un peu de panique parce qu'on a dit 10 ans après, il y a de l'inflammation, il va y avoir de la néoathérosclérose qui va venir amener de la thrombose. Heureusement, maintenant, on ne met plus de polymères. Heureusement, elles vont être bioabsorbables. Alors, la néoathérosclérose, peut-être, ne va pas être là. Je veux un cas reporté de néoathérosclérose dans un BVS, mais c'est un cas seulement, alors. Ça ne veut rien dire. Des questions dans la salle? Oui. Le microphone ici, s'il vous plaît. Avec les dernières études sur les stents actifs sans polymère, on s'est dit qu'on allait être débarrassé des stents nus. Et finalement, il y a une étude Nord-Stent qui vient d'être publiée et qui met un petit peu le doute et surtout qui donne un bâton aux experts de la sécurité sociale et qui nous disent que finalement, on peut les garder. Qu'en pensez-vous et quelle est votre lecture critique de cette étude qui dit que les stents métalliques gardent quand même leur intérêt? Moi, je pense que et surtout dans nos pays, les recommandations européennes sur l'utilisation du stent actif à tous les malades, tout venant, restent quand même assez difficiles à utiliser dans notre pays. Et les stents nus quand même, et je suis d'avis avec le dernier papier, que pourrait être encore largement utilisé au Maroc pour des artères comme de 4 mm. C'est surtout la généralisation du stent actif dont je pense cette recommandation me gêne un petit peu et j'aimerais bien avoir l'avis de nos amis européens dans ce sens. Jean? C'est difficile, hein, parce que là, actuellement, où on en est dans notre pays, Didier, ça devrait le confirmera, on est à plus de 90% de stents actifs. Mais quand on revient un peu en arrière, et quand il y avait eu en 2006 le problème de thrombose de stent actif, en tout cas qui touchait la première génération de stents, on a eu à ce moment-là l'idée de, pour les patients, pour les lésions coronariennes à faible taux de resténose, c'est-à-dire lésions courtes, gros vaisseaux, on a mis en place des non diabétiques, on a mis en place des stents nus. Et effectivement, ces stents nus donnent des résultats satisfaisants dans ce type de lésion. Donc je crois que ce n'est pas déraisonnable, et en particulier ce que tu disais dans votre pays, si vous avez des problèmes au niveau du remboursement des stents actifs, de continuer à mettre les stents nus sur des patients et des lésions à faible risque de resténose. Voilà. D'accord, oui. Très, très bien dit. Non, c'est absolument évident, mais c'est vrai qu'il y a la facilité. La facilité, c'est que on met un stent actif parce qu'on a commencé à nous dire qu'il n'y a peut-être pas besoin d'un an de double anti-agrégation plaquettaire, que certains ont le marquage CE avec moins de 6 mois, etc. Donc le dernier rempart, je dirais, qui était la durée de la double anti-agrégation plaquettaire étant tombée, je dirais qu'à ce moment-là, on ne se posait plus de questions, quoi. Et on ne se pose pas de questions. Et l'autre versant aussi, c'est que sur le plan économie nationale, je dirais les objectifs des stents actifs ayant été largement dépassés, vous savez qu'en France, on a un système de dérégulation où les industriels, si on dépasse un certain quota, finissent par redonner de l'argent à la sécurité sociale. Donc finalement, c'est complètement transparent et tout le monde s'en moque. Mais parallèlement, je dirais les stents nus ont fait d'énormes progrès.
grâce à l'évolution technologique, puisqu'on cherchait à avoir des mailles de plus en plus fines pour les stents actifs, eh bien la même chose, les mêmes plateformes ont été utilisées. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des stents nus. Alors on peut les recouvrir de matériaux, je dirais, inertes, comme le magnésium ou que sais-je. Mais quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'on les oublie un peu trop. Mais sur, comme le disait Jean, sur un certain nombre d'indications bien ciblées, je crois que ça fait aussi bien le travail. Hein. Ce que je veux dire, si demain, en France, il y avait un changement de législation sur le remboursement, et si on nous imposait un remboursement uniquement sur des lésions, pour les stents actifs, sur les lésions au risque de sang, on reviendrait naturellement à la mise en place de stents nus de dernière génération, avec des mailles très fines, sur des lésions. Et on sait que le résultat serait tout à fait correct. Hein. Alors, merci à tous. Merci. On est en retard, alors on va continuer. Merci, Dr. Stotz.